C'est bientôt Noël. Tout le monde s'affaire à l'achat des derniers cadeaux qui orneront le sapin. Mais en ce mois de décembre 1985, il n'en sera rien pour Jean-Claude Bonnefond, 44 ans, Michel Linder, 23 ans, et Lucienne Gousse, 68 ans. Leurs corps seront découverts tôt, un matin de décembre, dans un pavillon de chasse situé dans les Landes. Tous les trois ont été tués par balle. Les auteurs du triple homicide ont mis le feu au bâtiment pour effacer leurs traces. L'enquête aboutit rapidement, car il reste un témoin de la tuerie. Et des soupçons sur des personnes du milieu bordelais planent au-dessus des meurtres du pavillon de chasse, qui cachent des secrets. 4 ans plus tard, après de laborieuses investigations, 5 personnes furent condamnées pour ces meurtres. Pourtant, l'affaire de ce qui est une tuerie garde ses interrogations. Pourquoi Jean-Claude, Michel et Lucienne ont-ils été abattus? C'est une question qui demeure aujourd'hui sans réponse. Crime gratuit, vengeance, règlement de compte ou exercice du pouvoir? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Binder, la tuerie de Belade, les secrets du club de lire. 15 décembre 1985. L'affaire se déroule à Belade, un petit bourg un peu perdu au sud de Bordeaux. Tout le monde se connaît dans ce petit coin de 28 km² où vivaient 197 personnes en 2015. À l'époque de la tuerie, il n'était que 120. Belade, c'est un territoire semblable aujourd'hui à un vieux village médiéval. De vieux châteaux, de vieilles maisons, de récentes aussi, et de forêts, ainsi que pas mal de champs. Disons plutôt à la place de vieilles pierres que la commune a choisi de rester telle qu'elle fut un temps, mais en ajoutant de la modernité. J'ai vu des photos. Le coin est pas mal et y vivre semble plutôt sympa. Et ils ont la fibre optique, au cœur du parc naturel des Landes de Gascogne. C'est dans ce cadre que vont se dérouler les crimes, au sein d'un pavillon de chasse. À la base, le pavillon de chasse était une ancienne ferme, complètement refaite à neuf. Le pavillon de chasse, ou relais de chasse, se situe sur un terrain privé de 500 hectares, où les chasseurs pratiquent dans un cadre privé, principalement du tir sur des cailles et des faisans. C'est un club d'environ 80 chasseurs. Le club privé fonctionne très bien. Mais, soi-disant, il se passe des trucs louches. Voitures soi-disant maquillées, trafic de fourrure, trafic de faux billets même. Des femmes, beaucoup de femmes, et des hommes qui ne sont pas là forcément pour la chasse. Bref, le club très sélect fait jaser dans le village. Les gendarmes du coin surveillent les relais de chasse. Eux aussi suspectent que des trucs louches s'y produisent. Mais la plupart du temps, ils vérifient simplement que tout est en règle. Mais bon, pour le moment, tout va bien. Jusqu'à la nuit du 15 décembre 1985, où une femme tambourine à la porte d'une maison vers 3 heures du matin. Le pavillon de chasse est en feu et il y a 3 personnes à l'intérieur. L'incendie est maîtrisé au bout de 10 heures, mais il ne reste rien du bâtiment. Les pompiers recherchent les 3 corps. Le corps de Jean-Claude Bonnefond est découvert dans la cuisine. Jean-Claude est le gérant du club de chasse. Lui travaillait à Bordeaux dans un bureau de tabac avec sa compagne, Lucienne Gousse, rue Nancel-Pénard. Jean-Claude Bonnefond ne s'est pas laissé faire. Il est retrouvé une serpe à la main. Lucienne Gousse, sa compagne donc, est découverte dans sa chambre, face contre terre. La femme a été abattue d'une balle en pleine tête. Son corps est retrouvé près du lit. Lucienne a entendu quelque chose, s'est levée, mais n'a pas eu le temps de faire autre chose. Michel Linder, le garde-chasse, est retrouvé dans son lit. Il semble ne pas s'être réveillé. Son chien est à ses côtés. Tous les 3 seront tués au beau milieu de la nuit, entre minuit et 1 heure du matin, le 15 décembre 1985. Chacun a reçu une balle en pleine tête. L'enquête peut commencer, puisque les occupants
était déjà mort avant que les flammes ne dévorent le bâtiment. Et la sœur de Jean-Claude Bonnefond, Marie-France, a tout vu, ou plutôt, elle a entendu les coups de feu, et un homme armé qui monte les marches d'un pas assuré pour abattre Michel Linder. Une enquête et beaucoup de questions. Tout commence le 14 décembre 85. Marie-France Lebert donne un coup de pouce pour le service. Et à 23h, quand les derniers chasseurs sont partis, tout le monde va au lit. C'est aux environs de minuit que Marie-France va entendre des pneus d'une voiture. Quelqu'un se gare au beau milieu de la nuit devant le relais de chasse. La porte de la cuisine s'ouvre, une discussion et un premier coup de feu retentit dans le relais de chasse. Marie-France sort de son lit, entrouvre la porte. Un homme monte les escaliers, se dirige vers la chambre, puis un autre coup de feu, puis un autre. Marie-France s'en sort car elle a pris la fuite par une fenêtre, se cachant dans un buisson non loin de là. Après quelques minutes, elle aperçoit 3 ombres. L'une d'elles se rend dans une voiture qui est juste à côté de la maison. L'ombre sort du véhicule, rentre une nouvelle fois dans la maison et après quelques instants, en ressort. Puis des flammes commencent à dévorer le pavillon de chasse, avec à l'intérieur son frère, sa belle-sœur et le jeune garde-chasse. La voiture passe juste à côté de Marie-France. Après quelques minutes de stupeur, Marie-France parcourt en courant les 800 mètres qui la séparent de la première maison. Elle tambourine à la porte, puis appelle les gendarmes. Ils sont sur place en 20 minutes, tout comme les pompiers. L'incendie est très important et les pompiers ne peuvent qu'empêcher les flammes de dévorer la forêt. À l'intérieur, les pompiers découvrent les 3 corps et l'enquête des gendarmes commence. Il est sûr pour eux que les crimes ont été mis en scène. Tous les 3 ont été exécutés d'une balle en pleine tête. La maison est brûlée pour effacer les moindres empreintes. C'est un crime de pro, en tout cas, tout le laisse à penser. Pour entrer dans le terrain, les gendarmes ont remarqué que le portail principal était toujours verrouillé. Ils ont fait le tour du domaine et c'est un accès un peu plus discret à l'est du terrain qui sera utilisé le soir des meurtres. Il est certain maintenant que les tueurs connaissent le coin car on accède à cet accès discret via une départementale qui passe à l'extérieur de la commune. Les gendarmes font en premier du porte-à-porte. Des gens ont peut-être remarqué des trucs louches les jours précédant les crimes. Et les habitants ont beaucoup à dire. Il y a pléthore de rumeurs qui circulent sur ce qui pourrait se passer dans le relais de chasse, où les habitants de Bordeaux, pour la plupart, se retrouvent. Pour les habitants du village, il se passe des choses pas nettes dans ce lieu fermé où il faut être invité pour entrer et où la prostitution semble se dérouler, mais également des trafics de différentes natures et Jean-Claude Bonnefond serait au courant. Mais ça ne reste que des rumeurs, même si les gendarmes surveillent le relais de chasse depuis son rachat en 83 par Jean-Claude Bonnefond et sa compagne Lucienne Gousse. Les 500 hectares de terrain sont fouillés. 3 caravanes et 5 voitures sont découvertes. Les caravanes sont fouillées en premier. Des livres porno dans l'une, des fusils dans une autre. Les armes sont numérotées. Ces dernières sont des armes volées. Les gendarmes soupçonnent bien sûr le propriétaire de la dite caravane. L'homme s'appelle Jean-Jacques Horvat. Il a 38 ans. C'est un homme d'affaires. L'homme est interrogé sur le soir des crimes et il a un alibi. Il fêtait un anniversaire au Petit Chef à Bordeaux. Et la soirée s'est éternisée au couche-tard. Bref, Jean-Jacques Horvat n'y est pour rien. Son alibi est vérifié et il est solide. Mais l'homme d'affaires est connu pour faire de l'argent à sa façon. Il serait proxénète, connu mais jamais puni. L'homme fait cette affaire à Bordeaux. Les gendarmes mettent un premier pied dans le milieu bordelais. L'affaire devient un peu trop grosse
pour une brigade de petits villages. C'est la section de police de Bordeaux qui reprend l'affaire. L'enquête reprend avec de nouveaux enquêteurs. Et un autre homme se fait connaître. Il s'appelle Jean-Bernard Barthélemy. Lui est un client très régulier du petit chef, comme Jean-Jacques Horvat. Et quand il s'y rend, il n'y va pas seul. Jean-Bernard Barthélemy est souvent accompagné de Francis Ardani, 36 ans. Lui, habitué du club de chasse, tout comme Jean-Jacques Horvat, qui avec le temps est devenu ami avec Jean-Claude Bonnefond. Il a même pu s'installer sur son terrain, dans une petite caravane. L'enquête ne fait donc que commencer, et déjà, il y a rapidement un premier suspect, Jean-Jacques Horvat. Il est ami avec l'une des victimes, il vit parfois sur le terrain, il connaît d'autres personnes, Francis Ardani et Jean-Bernard Barthélemy. Jean-Jacques Horvat est également très proche de Francis Ardani. Les policiers posent des questions à la sœur de Jean-Claude Bonnefond, Marie-France. Et ils vont apprendre un fait important. Jean-Claude Bonnefond et Jean-Jacques Horvat se seraient vus le 11 décembre, soit 4 jours avant les meurtres. Et les deux amis se seraient disputés. C'est en tout cas ce que Jean-Claude Bonnefond racontera à sa sœur. Qu'il avait eu très peur de son ami, au point d'être prêt à se saisir d'une arme pour se défendre. Et qu'après, Jean-Jacques Horvat serait allé parler à Marie-France pour lui dire que son frère parlait trop, qu'il était une balance et qu'il méritait de mourir. La rumeur veut que Jean-Jacques Horvat utilise le relais de chasse pour autre chose qu'une partie de chasse ou pour faire des soirées à discuter dans un cadre reposant. L'homme y convie des femmes, mais aussi des amis avec lui, et ces derniers arrivaient en toute discrétion en pleine nuit. Et que Jean-Jacques Horvat voulait faire du relais de chasse de son ami un lieu de rencontre entre des personnes fortunées et des femmes. Ces rencontres nocturnes n'étaient pas vraiment du goût de Jean-Claude Bonnefond, d'où les disputes du 11 décembre. Voilà déjà un bon groupe de suspects. Jean-Jacques Horvat, Francis Ardani et Jean-Bernard Barthélemy. Internet à l'époque n'existe pas ou est peu utilisé, et les policiers de l'époque demandent des infos à leur indique dans la région. Et après quelques jours, ils vont apprendre qu'en février 86, Jean-Bernard Barthélemy, encore lui, se vante d'avoir tué du monde à Bellade. Les soupçons se tournent de plus en plus vers le petit groupe du milieu bordelais. Le club de la Lyre, n'oublions pas, est privé. Il est composé d'un cercle relativement restreint de personnes. Et ces 3 hommes semblent liés et deviennent rapidement les principaux suspects dans l'affaire de la tuerie. Jean-Bernard Barthélemy est arrêté et il parle. Il avoue avoir participé. Il y aura même un témoin d'une dispute à la fin du mois de février, après que Barthélemy se soit vanté d'avoir fait du monde à Bellade. Un barman situé à Bordeaux raconte. Il aurait vu Jean-Bernard Barthélemy se faire houspiller par Jean-Jacques Horvat. Horvat va lui reprocher de trop se vanter, au point de le menacer de lui coller une balle en pleine tête. Barthélemy sûr est impliqué. Horvat le menace. Égal, Horvat est aussi impliqué. Le 28 mai 86, tous les 3 sont interpellés. Plus 2 personnes. Pascal Maillet, 22 ans, le beau-fils de Barthélemy. Ils vivent tous les deux dans un petit appartement de Bordeaux avec la copine de Pascal Maillet. Ils sont rejoints par Jean-Pierre Alario, un des serveurs du Petit Chef. Jean-Bernard Barthélemy reconnaît avoir une part de responsabilité, mais n'avoir été qu'un pantin, n'avoir été que la main de Francis Ardani et Jean-Jacques Horvat, qu'il voulait avoir le relais de chasse rien que pour eux, qu'à la base, il devait mettre le feu au pavillon de chasse, et qu'au dernier moment, Francis Ardani décide qu'il n'y aura pas de témoin. De ce fait, Jean-Claude Bonnefond, Lucien Gousse et Michel Linder doivent mourir.
Les domiciles des 5 suspects sont fouillés. Au domicile de Francis Ardani, les policiers retrouvent des armes qui, à la base, étaient dans le relais de chasse. Mais bon, il y a des suspects. 3 hommes de main et 2 personnes qui auraient commandité les crimes. Francis Ardani et Jean-Jacques Horvat. La question reste pourquoi et comment. Les 2 petits nouveaux, Pascal Maillet et Jean-Pierre Alario, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Pourquoi avoir fait appel à des amateurs quand on est des gros bonnets du milieu bordelais? Pascal Maillet et Jean-Pierre Alario expliquent quand même que le trio était bien équipé. Preuve est faite que les crimes étaient prémédités. Les armes utilisées sont des 22 longs rifles, une arme de base, tout était écrit. Un scénario des crimes et des questions. Voici comment tout se serait déroulé la nuit du 15 décembre 85. Quelques heures avant les crimes, donc le 14, tout se met en place. Au dernier moment, Jean-Bernard Barthélemy parle de ce qui va se passer ce soir à son beau-fils, Pascal Maillet, qui va les rejoindre. Jean-Pierre Alario les rejoint également. On ne sait pas vraiment pourquoi. Le trio monte en voiture, s'arrête à une station-service. Le plein du véhicule est fait, un jerrycan d'essence de 10 litres est également rempli. Preuve que la maison doit être obligatoirement incendiée. Le groupe reprend la route. Arrivés près du relais, ils prennent une petite route départementale. La route est connue, mais discrète. En plus, le portail est n'est pas verrouillé. Ils prennent cet accès discret pour se rendre à l'entrée du relais de chasse. Tous sortent de la voiture. Barthélemy frappe à la porte de la cuisine. Jean-Claude Bonnefond ouvre, mais il est méfiant et s'arme d'une serpette. Jean-Claude ouvre la porte à cette heure tardive. Il y a une petite discussion dont on ne connaît pas la nature. Et Pascal Maillet, le plus jeune du groupe, s'approche. Il voit la serpette, prend peur et tire sur Jean-Claude, qui s'effondre dans un râle de douleur. C'est là que Marie-France entend. C'est là qu'elle ouvre la porte de sa chambre et qu'elle voit un homme armé qui se dirige vers la chambre de Michel Linder. Il fait feu et part. Ensuite, Lucienne est abattue, elle aussi dans sa chambre. Le groupe sort de la maison après quelques minutes. L'un d'eux se rend à la voiture, prend le jerrycan, arrose la salle à manger, puis met le feu. Le relais s'embrase très vite. Le trio remonte dans la voiture et passe sans s'en rendre compte près de Marie-France, seul témoin de la tuerie qui vient d'avoir lieu. Mais des questions demeurent. Pourquoi Jean-Jacques Horvat et Francis Ardani seraient-ils impliqués dans un truc de ce genre? Juste pour faire venir des gens douteux en pleine nuit. Juste par amertume. Surtout que la question des prostituées qui viennent au relais, ce ne sont que des rumeurs. Pour les avocats, rien ne va. Et pourtant, pour la justice, ils sont forcément impliqués dans l'affaire. Assassinat et incendie volontaire pour Barthélemy, Jean-Pierre Alario et Pascal Maillet. Complicité d'assassinat et incendie volontaire pour Horvat et Ardani. Le procès peut se tenir. Un procès, il y a un escroc. Le 13 décembre 1989, le procès s'ouvre. À l'époque, l'appel n'existe pas. Les 5 suspects n'ont que cette occasion pour prouver qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont rien à voir avec la tuerie. Au procès, 40 témoins seront entendus, dont la sœur de Bonnefond, qui revient sur l'altercation musclée entre Horvat et son frère. Horvat se lève, il s'offusque, rappelle à Marie-France que Bonnefond et lui étaient amis, qu'il ne l'aurait jamais tué. Le procès va durer plusieurs jours. Durant ces journées, les avocats de Jean-Jacques Horvat et de Francis Ardani font ce qu'ils peuvent pour faire comprendre aux juges et aux jurés. Leur faire comprendre qu'Horvat était ami avec Bonnefond, qu'il n'y a pas eu de dispute le 11 décembre, qu'il ne l'a pas menacé de mort, qu'il ne voulait pas transformer le club de chasse en maison close, et
que si cela avait été le cas, il n'aurait pas demandé à des amateurs de passer à l'action. Il aurait fait appel à des pros, qu'il aurait payés pour faire peur à son ami, au moins suffisamment pour qu'il ne parle pas. Mais Jean-Jacques Horvat et Francis Ardani ne vont pas convaincre les juges et les jurés. Le 15 décembre, un expert psychiatre, le professeur d'Espagnac, va un peu plus les enfoncer, en mettant en avant le fait que les crimes étaient commandités par Jean-Jacques Horvat et Francis Ardani, que ce dernier avait tout à gagner à tuer Jean-Claude Bonnefond. Les aveux de Jean-Bernard Barthélemy ont fait foi. Tous les 5 sont reconnus coupables, tous pris une peine à perpétuité, sauf Jean-Pierre Alario qui prend 15 ans. Mais rebondissement, 1 an plus tard, l'expert psychiatre est arrêté. Le professeur d'Espagnac n'est qu'un escroc, passant de prêtre à expert psychiatre. Un second procès a lieu le 8 février 1993. Les peines restent les mêmes, perpétuité pour tous, et 15 ans pour Alario, sauf Pascal Maillet, qui a droit à une peine réduite. Il prend 18 ans. Dans cette affaire, 3 personnes trouvent la mort, abattues en pleine nuit, dans un relais de chasse à l'écart de tout. L'enquête révèle que les auteurs des crimes connaissent le coin. Après tout, ils sont entrés en voiture par un portail, loin de la route principale, là aussi, loin des regards indiscrets. Les 5 suspects seront tous reconnus coupables des crimes. Pour la justice, pour les jurés, Horvat et Ardani ont commandité les crimes pour avoir la mainmise sur le relais de chasse. Barthélemy, Maillet et Alario sont eux reconnus coupables d'avoir été les bras armés des meurtres de Jean-Claude Bonnefond, Lucien Gousse et Michel Linder la nuit du 15 décembre 1985. Pour la justice, le mobile est limpide. Horvat et Ardani profitaient de la bienveillance de leur ami Bonnefond pour faire du trafic à l'intérieur du club de chasse. Fourrure, voiture et femmes. Cela n'a pas plu à Bonnefond et Horvat demande à le faire taire pour qu'il puisse continuer son trafic. Tous sont aujourd'hui sortis de prison. Ils ont tous purgé leur peine. Ardani déclare toujours n'avoir rien à voir avec les crimes. Horvat aussi, jusqu'à son dernier souffle, en 2007. Finalement, de cette histoire, nous n'avons qu'une certitude. Des personnes qui connaissent les lieux et ces failles sont entrées vers minuit, 1h du matin, dans le relais de chasse. Armés et avec un bidon d'essence prêt à l'emploi. Ces personnes sont Maillet, Alario et Barthélemy. Ils ont frappé à la porte, puis ont fait feu, fouillant la maison à la recherche de ses habitants, pour tous les abattre. Tous, sauf une, la sœur de Jean-Claude Bonnefond, qui a pris la fuite dès qu'elle a compris ce qu'il se passait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à partager vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,